Demain, après-demain, dans 5 ans, 10 ans, 100 ans, 1 milliard d'années. Une seule certitude, la fin du monde arrivera bien. Dans le meilleur des scénarios, elle est prévue dans 4 milliards 500 millions d'années, quand le Soleil en constante extension aura brûlé la Terre. Mais d'ici là, les scénarios apocalyptiques ne manquent pas, tellement nombreux et convaincants qu'on a bien du mal à imaginer que l'humanité se tiendra sagement tranquille pendant plus de 4 milliards d'années, ou qu'aucune catastrophe naturelle n'aura d'ici là raison de notre planète. Collision de la Terre avec un astéroïde ou une comète, réchauffement climatique, refroidissement du noyau terrestre entraînant la fin du champ magnétique, mais aussi pandémie incontrôlable, terrorisme international, danger du nucléaire civil, embrasement général dans un conflit nucléaire mondial. N'en jetons plus. La liste des risques de destruction de la Terre ou de la seule humanité n'incite pas toujours à l'optimisme béat. Parmi les plus grands dangers qu'encourt l'humanité, celui de la pandémie a définitivement marqué notre histoire. Moi, je pense que les scénarios les plus noirs sont les scénarios biologiques. Aussi, si vous croyez que les progrès de la médecine ont réponse à tout, vous vous trompez. Si jamais quelque chose arrivait, il est évident qu'il faut que nous soyons à même d'intervenir pour protéger les populations et surtout pour ensuite les aider. Si vous pensez que la recherche en biologie moléculaire peut décimer l'humanité, vous avez raison. Nous allons pratiquement créer de toutes pièces des organismes vivants et on peut concevoir des formules démoniaques. Si vous espérez que toutes les armées respectent le traité de non-développement des armes biologiques, vous êtes naïf. On a toujours une guerre de retard. On pense aujourd'hui la guerre suivant le modèle de la guerre de 39-45. Et si quelqu'un peut nous assurer qu'une pandémie d'origine naturelle ou mal intentionnelle n'arrivera pas, qu'il le dise. Le pire des scénarios, c'est celui qu'on n'est pas capable d'imaginer. C'est quelque chose que nous n'avons pas envisagé et qui nous surprendra. Avec les plus éminents virologues mondiaux, les géopolitologues les plus réputés, Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur en 2009, mais aussi les spécialistes du risque épidémiologique, ce documentaire tente de répondre à l'une des plus grandes questions de notre histoire. Un virus mutant pourrait-il nous mener à notre perte? Ou l'homme créera-t-il lui-même l'objet de sa fin? Tout le monde l'attendait en Asie, à l'automne, voire pour l'hiver. Et bien sûr, tout le monde se trompait. La pandémie a débarqué au Mexique, un beau jour de printemps. On l'a appelée grippe porcine, rebaptisée dans les 48 heures grippe mexicaine, puis finalement grippe A. Tout le monde l'attendait, cette pandémie. Et si la quasi-totalité de la communauté scientifique a toujours su que le virus de la grippe aviaire n'était pas dangereux en lui-même, cette même communauté sait également depuis le début que certaines mutations du virus pourraient être terribles. Il y a longtemps qu'on pense qu'une pandémie devrait arriver, c'est-à-dire avec un virus pour lequel nous sommes naïfs et qui, de ce fait, devrait entraîner une plus grande partie de la population atteinte et quelquefois avec un risque non négligeable d'une plus forte mortalité. Une semaine après l'alerte mondiale lancée le 24 avril 2009, l'OMS a évalué à 1003 le nombre de cas confirmés, dont 25 mortels, et 20 pays sont touchés. 1 milliard de personnes qui prennent l'avion chaque année. Une étude allemande qui démontre que 72% des passagers attrapent un virus respiratoire lors d'un vol de plus de 4 heures.
Et il n'en faut pas plus pour déclencher une panique mondiale. Distribution de masques, isolement des malades, contrôle des voyageurs, le Mexique cherche à stopper la contagion. Officiellement, le virus a déjà causé la mort de 20 personnes et peut-être bien plus. Les bilans les plus alarmistes annoncent 81 décès. Alors que l'épidémie semble s'étendre, c'est surtout la peur qui grandit dans de nombreux pays. En Asie, encore traumatisée par la grippe aviaire et la crise du SRAS, l'alerte est déclenchée. Les contrôles sont renforcés dans les aéroports, comme ici au Japon, avec par exemple cette caméra thermique qui détecte la fièvre chez les voyageurs. Au ministère de l'Intérieur, en avril 2009, nos caméras avaient été les seules autorisées à tourner un exercice national de crise pandémique. Coïncidence, c'était bien quelques jours seulement avant la découverte de la grippe A. Sans doute, pour ne pas trop inquiéter la population française, on sait peu que Place Beauvau, des centaines de personnes travaillent aux pires situations de crise. Attaques nucléaires, chimiques, catastrophes naturelles et surtout, pandémie mondiale. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la protection des Français. Quelles que soient les circonstances, les Français ont le droit d'être protégés et mon rôle, enfin le rôle de ce ministère, sa mission, c'est de réfléchir à tout ce qui peut se passer, aux grandes menaces qui peuvent atteindre les Français et de prendre les dispositions nécessaires. Des pandémies, par exemple, telles que une pandémie de grippe aviaire, c'est celle que nous redoutons depuis un certain temps. Tout cela est effectivement pris très au sérieux. Pas moins de 11 ministères sont présents autour de la table des décisions de cette simulation nationale. Personne ne doit se retrouver pris au piège d'une pandémie fulgurante. Le risque réel donc, est supposé exister, puisqu'on peut effectivement, même si ça pour l'instant jamais produit, se trouver confronté donc, à un fléau épidémique de cette nature. Et on essaye de se projeter un peu dans l'avenir pour voir qu'est-ce qui se passerait si effectivement une part importante de la population était touchée, donc avec des enjeux pour les personnes, mais aussi des enjeux pour le fonctionnement de la société, aussi bien les administrations que les entreprises. Lors de cet exercice, on imagine 4 millions de malades sur le territoire métropolitain. On estime à 20 000 le nombre de morts et 80 000 personnes hospitalisées. Et qui sera soigné en premier? Les enfants? Les personnes les plus exposées? Des décisions prises bien souvent en fonction du nombre de vies sauvées. On nous a signalé effectivement que les services de réanimation commençaient à connaître des forts problèmes de saturation. Et à ce titre, donc, on est en train d'établir effectivement une liste de priorités, malheureusement, des patients qui pourront être admis dans ce type de service en fonction des pathologies rencontrées. Quels sont les stocks et les délais de production d'un vaccin? Mam, ministre de l'Intérieur de 2007 à 2009, puis également de la Défense entre 2002 et 2007, ne laisse visiblement rien passer. Pour l'instant, les armées ne sont pas mobilisées donc, sur le scénario. Ça, c'est un petit peu étonnant, compte tenu du fait que vous avez besoin des hôpitaux militaires, compte tenu du fait que les réservistes médicaux dont vous parliez tout à l'heure, vous les avez déjà dans une structure qui fonctionne à la Défense. Alors pour l'instant, par convention d'exercice, ça n'a pas été fait, et donc ce matin, on s'est posé la question effectivement de le mobiliser. Ah ben ça me paraît une évidence, c'est-à-dire il me semblait que les précédents exercices l'intégraient. Il faut se préparer au pire, mais le pire n'est pas le plus certain. Il faut avoir aussi une raison gardée. Le but, c'est pas de terroriser les populations en disant demain c'est l'apocalypse. Le but, c'est d'avoir des politiques de sécurité qui prennent en compte les risques et les menaces majeures pour avoir une gestion des conséquences des événements les meilleures possibles et avoir un retour à la normale pour minimiser les conséquences humaines, sociales, économiques et politiques de ces événements. C'est ça l'objectif. Preuve que nous ne sommes pas dans la théorie du complot, ni dans les scénarios paranoïaques. Voici les seules images que vous verrez du nouveau site stratégique de 600 mètres carrés en construction sous la salle des fêtes du ministère de l'Intérieur et opérationnel pour 2009. On y retrouvera les 3 cellules classiques de la gestion des crises, nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou climatiques. Coût du projet, 4,6 millions d'euros. Et à ce prix, ça fait aussi abri anti-atomique. Il aurait fallu faire vraiment une boîte hermétique avec
aucun passage possible, même les réseaux, pour être efficace. Hein, donc, il y en a peut-être ailleurs. Si ce nouveau centre n'est pas un abri anti-atomique, c'est bien là que devront être résolues les prochaines catastrophes, en tirant les leçons du passé. Quand on a vu en Extrême-Orient, je crois que c'était au Vietnam, les premiers cas de personnes atteintes de la grippe aviaire, immédiatement il y a eu des réunions en France pour pouvoir se doter de médicaments en particulier et de vaccinations susceptibles d'être généralisées, pour avoir des systèmes de masques, et également nous avons fait des exercices pour voir comment on pouvait garantir la continuité du fonctionnement de l'État. Continuité de l'État ou encore stockage de masques antigrippaux. La cellule de crise du ministère de l'Intérieur est donc le centre névralgique en cas de catastrophe. Pour la logistique des masques, par exemple, c'est les Prusses, aussi appelée la plus grande pharmacie de France, qui serait pilotée depuis la place Beauvau. Nous avons 1 milliard de masques chirurgicaux. Et nous avons 700 millions de masques dits professionnels. Où est ce milliard de masques ? Ce milliard de masques, je ne vous le dirai pas, parce que toute une partie des produits ou des matériels qui sont stockés par les Prusses sont d'abord souvent répartis sur l'ensemble du territoire pour des raisons de rapidité de délivrance, mais surtout les lieux de stockage sont classés confidentiels défense, puisqu'évidemment ils constituent autant de points sensibles dans des périodes qui pourraient être difficiles, et il faut éviter qu'ils puissent être l'objet d'actes de terrorisme ou de vandalisme. C'est les Prusses, toujours, qui seraient en droit de réquisitionner toute personne sachant faire, par exemple, une piqûre de vaccination. Médecins à la retraite, vétérinaires, infirmières, on n'échappe pas aux fichiers de les Prusses. S'il fallait vacciner l'ensemble de la population en quelques jours, nous devons être en mesure de jouer avec différents fichiers, de pouvoir intervenir pour mobiliser l'ensemble de tous ceux qui sont en mesure de prodiguer tel ou tel type de soins, de vaccination ou d'acte médical générique, quel qu'il soit. Si la France et les pays industrialisés ont mis en place des systèmes d'alerte, des mesures drastiques pour lutter contre une pandémie, on voit bien avec la grippe mexicaine que le danger n'était finalement pas si important que ça. Mais si c'est bien le cas, c'est parce que la grippe A n'est qu'une mutation possible, une forme peu agressive du virus. Et le pire serait à venir. Alors, que craignent vraiment les scientifiques ? Pour avoir une pandémie, il faudrait la rencontre d'un virus aviaire, d'un virus de la grippe de l'oiseau, avec le virus de la grippe de l'homme, au sein d'un creuset, c'est-à-dire le porc. Le porc, lui, peut aussi bien attraper la grippe humaine que la grippe de l'oiseau. Et à ce moment-là, les deux virus, au sein d'une même cellule, lorsqu'ils se reproduiraient, mélangeraient les pinceaux, si je puis dire, et formeraient des nouveaux virus qui auraient emprunté une partie des gènes à l'homme, une partie des gènes à l'oiseau. Sur ces virus-là, fabriqués au hasard par le mélange des deux, la plupart, 999 sur 1000, ne seraient pas viables. Mais il suffirait un jour qu'un le soit, puisse se reproduire chez l'homme, mais qu'il aurait les capacités de l'oiseau, et là, nous ne serions pas immunisés, parce que ça serait complètement différent de ce que nous rencontrons habituellement. Et ça serait ça l'occasion des grandes pandémies comme la grippe espagnole que nous avons connue. Les 3 pandémies que nous avons connues ont été à cette occasion le mélange de 2 virus. Une grippe espagnole de 1918 qui a effectivement fait plus de 40 millions de morts. La grippe asiatique de 1957 a fait, elle, plus de 2 millions de morts. Enfin, la grippe de Hong Kong de 1968 fut moins meurtrière avec 1 million de morts. Plus près de nous, la grippe aviaire a suscité toutes les craintes, avec seulement 205 morts recensés, principalement en Asie du Sud-Est, et des enjeux financiers colossaux.
L'histoire de la pandémie aviaire, on peut dire qu'elle a été montée essentiellement par un homme, Donald Rumsfeld, le secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis, car avant de devenir secrétaire d'État, il était directeur d'un petit laboratoire financé par le groupe militaro-industriel américain pour chercher les antidotes au virus. Et dans cette recherche, ils ont trouvé le Tamiflu. Et évidemment, il a utilisé sa position de force quand il a été secrétaire d'État pour imposer à l'ONU son médicament, d'autant plus qu'il était le premier actionnaire de la société Gilead lorsqu'il n'en était plus le directeur. L'histoire est quand même merveilleuse. C'est le laboratoire de l'armée américaine et ses 16 000 chercheurs à Fort Detrick qui en sera le symbole en 1959. Les gigantesques progrès technologiques et les connaissances en microbiologie ainsi qu'en virologie vont marquer un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Désormais, l'homme créateur de micro-organismes est capable du meilleur comme du pire. Les risques biologiques qui sont liés aux biotechnologies, c'est finalement la manipulation du vivant pour en faire des toxines, des bactéries ou des virus dont on ne connaîtrait pas, les parades et qui seraient hautement pathogènes et donc susceptibles de contaminer des populations entières ou de cibler des types de populations. Donc on a aujourd'hui devant les capacités et les technologies en matière de biologie et de biogénétique, des menaces qui sont devant nous qui sont très importantes. Un laboratoire Baxter s'amusait sciemment à faire un vaccin anti-H5N1 en mélangeant des virus de la grippe humaine avec des virus de la grippe aviaire H5N1 hautement pathogène et les a expédiés comme ça par la poste à différents laboratoires européens pour les tester sur des furets. Ça fait frémir, sans même que le personnel soit averti du risque évidemment d'éclosion d'un virus de toute pièce. Et c'est là qu'on voit en fait le danger. C'est qu'il y a des endroits où il y a des gens qui pensent mal, car si on pouvait donner un petit coup de pouce à une pandémie, on vendrait beaucoup de médicaments. Alors on est quand même très suspicieux, on ne croit pas une bévue de ce laboratoire, Baxter, en Autriche, qui vraiment, ça devrait être condamné. C'est comme le tribunal pénal international. Immédiatement, ces gens-là devraient être saisis et fermer le laboratoire. Des laboratoires qui sont censés répondre justement et heureusement à des normes internationales très strictes de sécurité lorsqu'ils sont classés P4, ce qui signifie pathogène de classe 4. La France possède un seul établissement de ce type à Lyon, en plein cœur du 7e arrondissement. Des laboratoires susceptibles d'abriter des micro-organismes très pathogènes, comme des virus générant des fièvres hémorragiques, Ebola par exemple, ou encore des maladies infectieuses à haut pouvoir de dissémination et à haut taux de mortalité, comme la variole. Dans le fond, on voit la patte de l'homme, on voit les intérêts commerciaux. Dans le fond, Rumsfeld veut vendre son médicament, le Tamiflu, donc il organise une psychose par l'intermédiaire de l'OMS. Ensuite, vous avez un autre laboratoire qui se dit « Putain, si je déclenche ma pandémie, je vais être le premier à avoir l'antidote, c'est le jackpot ». Et donc, on est confronté à ces problèmes. C'est beaucoup plus apocalyptique. C'est l'homme qui le crée. Les menaces biologiques sont certainement les menaces qui font entre guillemets le plus peur, parce qu'elles sont invisibles, impalpables. C'est encore entre guillemets pire que
le nucléaire, le rayonnement ionisant, vous le mesurez, vous avez des appareils. La recherche du virus ou de la bactérie, vous ne la mesurez pas. Donc les problèmes de transfert de contamination, on voit bien à travers la pandémie grippale, mais imaginez des virus encore beaucoup plus pathogènes, avec une morbidité plus grande, imaginez que c'est encore beaucoup plus angoissant. Donc effectivement, la menace biologique est une menace extrêmement angoissante. Je pense que les scénarios les plus noirs sont les scénarios biologiques. Mais c'est très difficile à faire un agent biologique, semble-t-il, qui fonctionne. Donc c'est le plus noir et le plus difficile. Un pouvoir de la terreur que très tôt les hommes ont utilisé. L'armée impériale japonaise, lors de l'invasion de la Chine en 1941, larguait des puces contaminées par la peste, causant d'épouvantables épidémies. Aujourd'hui, directement manipulée par l'homme, la création d'un virus reste étrangement localisable. L'agent pathogène qui aurait été manipulé par l'homme, on peut tout de suite savoir d'où il vient, qu'il a été manipulé, qu'il n'est pas naturel, parce qu'on est capable, vous savez bien, la signature génétique par l'ADN, eh bien, un organisme vivant a un génome, soit un ADN, soit un ARN. On peut donc l'analyser, ces protéines, savoir leur construction, leur formule. Et dans cette formule, comme il y a des mutations, chaque mutation, après il y en a une autre, et ainsi de suite, on est capable de savoir dans quel pays on trouve tel type de virus. Ensuite qu'il a muté en allant à Singapour, puis que curieusement, on n'avait pas rencontré tel type de mutation ou trop de mutations à un endroit donné et que ça peut être fabriqué qu'à partir de la souche qui est sortie de tel laboratoire. Et donc tout ça, c'est surveillé, vous pensez bien, par les grands États qui ont des moyens scientifiques importants. Si seulement quelques États sont capables de surveiller les activités des laboratoires mondiaux, ce sont ces mêmes États qui expérimentent de nouvelles armes biologiques. En ligne de mire, la guerre bactériologique, bien qu'interdite depuis la Convention de Genève en 1972. Dans le cas du nucléaire, la production d'armes est extrêmement complexe et l'utilisation est complexe aussi. Dans le cas du biologique, la production est beaucoup plus facile. Elle est moins coûteuse, elle nécessite beaucoup moins d'infrastructures. C'est essentiellement de la matière grise et peu de matières premières. Et là, on peut faire beaucoup de dégâts. En revanche, l'utilisation, elle, est complexe. C'est aussi pour ça que les spécialistes écartent généralement. On prend des mesures. On stocke des vaccins antivarioliques et on a quand même des moyens de détection aussi qui sont déployés de manière plus ou moins assez discrète en général. Heureusement, pour ne pas alerter les populations. Mais globalement, c'est considéré comme un risque plausible. Sur une échelle de 1 à 10, on est dans le nucléaire, on n'est même pas à 1. Voilà. Dans le risque biologique, on est peut-être à 2. Enfin, voilà. C'est quand même un risque très faible, disons, sur une échelle de 10. Un pouvoir destructeur de certaines maladies qui n'a évidemment pas échappé aux armées à travers le monde. Aux États-Unis, la première attaque biologique officielle remonte au XVIIIe siècle. C'est le général Amherst qui autorisa la distribution de couvertures infestées de petites véroles aux Amérindiens de la tribu des Delaware, dans le but avéré de les exterminer par la maladie, même si personne à l'époque ne pouvait, bien sûr, savoir ce qu'était une bactérie. Et encore une fois, c'est entre la Première et la Seconde Guerre mondiale que les recherches en armement bactériologique vont s'accélérer. L'intérêt d'une guerre bactériologique, ce serait d'atteindre les civils sans, évidemment, toucher aux bâtiments et aux moyens de production, et donc de tout récupérer. Une ville touchée par une arme bactériologique de forte puissance serait intacte, porterait aucun stigmate de guerre, aucune défiguration. Une ville totalement vidée de ses habitants, prête à être réinvestie par l'ennemi. Double victoire, se débarrasser de son adversaire tout en s'appropriant sa force économique.
Évidemment, depuis des décennies, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique, les Américains, les Israéliens, ceux qui sont en avance en biotechnologie, ont développé secrètement des virus et des bactéries plus pathogènes, plus toxiques, pour s'en servir. Mais on s'est rendu